Donc, pour l'atelier ce matin, on a décidé de viser trois objectifs principaux avec vous. D'abord, ben, de peut-être mieux faire connaître la revue Pédagogie collégiale. Je sais que vous la connaissez minimalement, mais peut-être d'aider à orienter certains aspects la concernant, entre autres, sa ligne éditoriale, quel public elle vise, puis surtout, c'est quoi nos critères de sélection, parce que, bien sûr, ça va avoir un lien avec la façon dont vous allez présenter, proposer un article. Donc, ça, c'est le premier objectif. Ensuite, vous aider à identifier un sujet. On appelle ça une histoire pédagogique à raconter, donc de manière à ce que vous puissiez peut-être, que sais-je, repartir d'ici déjà avec une intention d'écriture qui est assez concrète pour que vous ayez envie de la mettre en application. Et bien sûr, de vous aider à vous outiller pour rédiger dans la revue. Donc, comment on raconte cette histoire-là? C'est quoi les trucs rédactionnels qui peuvent aider à venir à bout de faire un article? Donc, si je commence de façon, disons, succincte par présenter la revue, vous la connaissez, mais peut-être juste pour clarifier certains aspects, ben, c'est une revue qui est un trimestriel, c'est-à-dire qu'elle est publiée 4 fois par année en français par la QPC, qui est en fait l'éditeur de la revue. Elle est distribuée en format imprimé en plus de 3000 exemplaires donc dans les collèges. Et aussi, elle est disponible sur la plateforme Éduc-Info, donc du Centre de documentation collégiale. Donc, tous les articles sont disponibles. Là, vous pouvez y accéder en format numérique, en format PDF. Elle sera aussi disponible cet automne sur la plateforme que vous connaissez peut-être, qui est Calameo, qui est une plateforme de visionnement de publications numériques. Donc, vous pourrez, si vous le désirez, la lire sur une tablette, par exemple, ou une liseuse. Donc, c'est un peu aussi en lien avec ça qu'on a revu le design, parce qu'on voulait que ce soit un design adapté qui soit davantage multiplateforme. Julie, tu surveilles la conversation? Je vois qu'il y a une... Oui, tout va bien. Parfait, excellent. Donc, en fait, pour ce qui est de la façon dont elle est produite, cette revue-là, c'est important de comprendre qu'elle est produite selon un cycle de publication professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui reçoit vos articles, à savoir la rédaction en chef, et il y a des comités de rédaction francophones et anglophones qui lisent les propositions d'articles, qui les analysent. Julie va en reparler tantôt, puisqu'elle est membre de ce comité de rédaction depuis longtemps, et qui évalue à savoir est-ce qu'on publie tel quel, avec des corrections, est-ce qu'on refuse pas parce que l'article n'est pas bon, mais parce que ça ne marche pas avec la ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale de la revue, si je peux me permettre, en fait, de dire quelques mots là-dessus, ben, c'est sûr que c'est une revue qui vise à guider les interventions en matière de pédagogie et à annoncer des changements pressentis dans le milieu de l'éducation, tout comme elle vise à témoigner de certaines pratiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que le but de la revue, au fond, c'est de soutenir à quelque part l'insertion professionnelle, contribuer au développement d'une identité professionnelle. Tu sais, d'ailleurs, on le dit, la revue, elle est écrite par et pour les pédagogues du niveau collégial. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut qu'on ait en tête que c'est à eux qu'on s'adresse. On veut valoriser la recherche au collégial, donc ça peut être des buts que vous poursuivez dans votre écriture, favoriser la diffusion de pratiques pédagogiques et didactiques qui sont, disons, novatrices ou qui sont une adaptation d'une autre pratique, pas besoin d'avoir créé le bouton à 4 trous. Là. Des fois, on peut avoir réadapté des choses pour que ça fasse en sorte que ce soit intéressant. Ou encore, tout simplement, ben, offrir la possibilité d'exprimer des points de vue parce qu'il y a plusieurs rubriques dans la revue, on va le voir tout à l'heure, et il y en a qui permettent justement d'exprimer des opinions. Donc, la ligne, elle est là environ et il faut s'assurer en fait que ce que l'on écrit, grosso modo, ben, ce soit transférable pour que d'autres collègues, profs, professionnels puissent tirer profit de ceci.
Je poursuis avec le public cible parce que la revue, bon, elle ne s'adresse pas à tout le monde, bien que tout le monde pourrait la lire, bien sûr, mais elle s'adresse surtout, en fait, aux pédagogues du réseau collégial, donc principalement les professeurs, parce qu'on est en nombre plus nombreux, on est plus nombreux. Et il ne faut pas perdre de vue que ce sont des professeurs expérimentés, moins expérimentés, pas expérimentés, peu expérimentés, des enseignants qui enseignent dans la formation régulière, la formation continue et tout ça. Ce qui fait que ça dresse un bon bassin de lecteurs, assez restreint, mais assez varié aussi. Des conseillers pédagogiques, bien sûr, vous êtes nombreux à être ici aussi comme conseillers pédagogiques, conseillers au programme, conseillers à la recherche, conseillers éthiques. Certains techniciens de certains programmes peuvent aussi lire, des membres de la direction des études, certains cadres. Et on a aussi un peu de lecteurs hors Québec. Hors Québec, bien sûr, l'Ontario francophone, après ça, des Nouveau-Brunswick francophones, mais on a quelques lecteurs aussi en France ou dans le Maghreb. Bon, disons que c'est pas quand même le plus gros lectorat, mais c'est quand même certains de nos lecteurs sont là. Il faut donc juste pas oublier à qui s'adresse la revue. Tout ce qui est chercheurs de CCTT aussi, dans certains cas, vont aussi faire partie du lectorat. Donc, c'est un lectorat composé principalement, évidemment, de gens de l'enseignement supérieur, quels qu'ils soient, peu importe ce qu'ils font dans la vie. Ce ne sont pas nécessairement non plus des chercheurs. Il y en a des chercheurs, mais pas nécessairement des chercheurs. Donc, il faut que ce que vous allez écrire soit clair pour tous les types de lecteurs, ceux qui ont des connaissances en métaux, par exemple, mais ceux qui n'en ont pas de connaissances en métaux, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et les critères de sélection, pourquoi on choisit de faire la publicité auprès de nos collègues, c'est que ce qu'on a trouvé, ce qu'on a développé dans nos cours, il faut que ça soit transférable dans toutes les disciplines. Enfin, pas toutes, mais beaucoup de disciplines. Moi, je suis professeur de littérature, donc ce qui est important dans la littérature peut être transférable dans tout programme où il y a beaucoup de lecture, par exemple. Je pense à sciences humaines, je pense à philo. Et donc, c'est important que ça soit pas trop disciplinaire. Il y a d'autres revues disciplinaires qui vont être où vous pouvez écrire quelque chose qui serait très, très, très soins infirmiers, par exemple. Mais si c'est transférable, si les résultats, si l'actualisation de ce que vous avez envie de dire est transférable dans les autres disciplines, parfait. Anne-Marie le disait tout à l'heure, l'activité dont vous voulez parler n'est peut-être pas nouvelle, dans le sens que vous n'avez pas à réinventer le bouton à 4 trous, on l'a dit, mais l'angle par lequel vous allez aborder l'article peut l'être. Et il y a aussi important l'exclusivité de l'article. Ça ne peut pas être un article publié ailleurs, le même article publié ailleurs qui serait publié dans Pédagogie collégiale, d'où l'importance de cet angle-là d'attaque qui serait un angle différent. Et aussi, bien sûr, la qualité de la rédaction. Oui, il y a une réviseur linguistique qui fait le travail après, mais si au départ, le comité de rédaction n'est pas capable de comprendre ce que vous voulez expliquer parce que la qualité de la langue ou la qualité de la structure de la pensée ne serait pas là, bien là, c'est sûr qu'on va vous retourner l'article. En fait, ça passe par Anne-Marie, la rédactrice en chef, va vous retourner l'article en disant, bien, on ne comprend pas ce que vous voulez dire, puis après ça, il y aura peut-être du retravail pour une version 2, une version 3. Bon, généralement, on arrête à 3, là, mais justement, pour vous amener à être capable de faire valoir votre pensée et que ce que vous avez vécu en classe, ce dont vous voulez nous parler, bien, ça transparaît cette beauté-là dans l'article que vous êtes en train d'écrire. C'est intéressant ce que tu dis, Julie. En fait, il ne faut pas s'inquiéter si tout ça prend du temps. Tu sais, Julie, elle parle d'une version 1, 2, 3. Ça se peut que vous soumettiez un article en mai. Le prochain comité de rédaction, bon, là, il n'y en a pas pendant l'été. Il y a un mois plus tard ou
pour X raisons, on le fait quelques semaines plus tard, là, il y a un retour, après ça, on réécrit. Des fois, ça peut prendre plusieurs mois avant que l'article final soit publié, puis c'est juste normal. C'est pas parce qu'il y a un problème avec l'article, c'est juste qu'il y a un souci quand même. En fait, mon rôle, c'est sûr que c'est d'accompagner les auteurs, de faire le lien entre les commentaires du comité de rédaction et les auteurs, mais aussi après ça, dans la diffusion de votre travail, bien, de s'assurer au niveau du design graphique, au niveau du travail avec la révision linguistique, que le texte qui soit publié soit le plus intéressant, le plus pertinent, puis pour vous, en fait. C'est vraiment là mon rôle. C'est là qu'il faut faire attention. Quand on sait qu'il peut y avoir plusieurs mois entre le moment où vous l'écrivez et le moment où il sera publié, de dire, la semaine dernière, au téléjournal, il a été question de, là, on n'est plus la semaine dernière au moment de la publication. On est plusieurs mois plus tard. Donc, il faut faire attention juste à ce genre de référent-là pour être sûr que ça va encore parler aux gens qui vont lire l'article quelques mois plus tard. Alors, comment si on prend un sujet? Hein? Voilà. Oui, parce que c'est ça le point de départ. Peut-être que déjà, vous avez des idées qui fourmillaient dans vos esprits. En fait, on essaie de rendre ça simple. Il y a plein de techniques d'idéation qui existent, mais il y a quand même, je pense, certaines questions centrales à se poser, à savoir, est-ce que je tiens un sujet qui mérite d'être publié dans l'espace public, tu sais, puis pédagogie collégiale en fait partie. Donc, est-ce que, premièrement, ce que j'ai à raconter, c'est nouveau. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit, bon, Julie l'a dit, d'un contenu inédit? Est-ce qu'il s'agit d'un sujet d'actualité? Même si ce n'est pas un fait précis d'actualité, il y a quand même des grands enjeux d'actualité qui traversent les mois, on le sait, en éducation. Tu sais, tout ça est quand même là à régler, ces beaux et grands défis qu'on vit. Il y a aussi peut-être des développements significatifs en lien avec un sujet ou l'adaptation d'une approche particulière qui peut être perçue comme une nouveauté. Donc, déjà là, vous avez peut-être une piste. Après ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est important? Donc, est-ce que c'est d'intérêt public, au fond? C'est quoi l'intérêt public? Bien, est-ce que l'information que je vais transmettre, l'article que je vais rédiger, il est porteur de sens ou de conséquences pour le milieu de l'éducation et de l'enseignement supérieur? Donc, est-ce que c'est important qu'on en parle? Tu sais, oui, il y a beaucoup de sujets qui sont importants à être traités. Il faut juste s'assurer aussi que ça intéresse le public qu'on vise. Donc, c'est là la nuance entre intérêt public et intérêt du public. Donc, est-ce que souvent c'est dans la manière, hein, on va le voir tantôt, est-ce que dans la manière dont j'aborde mon sujet, je pique la curiosité? Est-ce que c'est assez inusité comme façon de l'amener pour que les gens aient envie d'en savoir plus long? Tu sais, il y a des sujets qui peuvent être arides, mais comment on les présente, ça peut devenir plus intéressant. Est-ce que ça touche tout simplement les gens? Tu sais, en journalisme, on parle souvent de loi de proximité, donc il y a des proximités affectives avec les gens, des proximités sociétales, géographiques ou temporelles, donc dans un contexte donné, qui vont faire en sorte que les gens vont être davantage intéressés, les gens, vos lecteurs, mais aussi un comité de rédaction en amont à lire ou à publier ce sujet-là. Et en tout dernier lieu, bien, il y a la vérité. En fait, on le sait, c'est hyper important dans le milieu journalistique. On sait que c'est un grand défi du 21e siècle pour le journalisme et pour l'écriture médiatique. Bien, il faut que votre histoire elle soit vraie puis authentique. Puis, en fait, si vous avez vécu des défis, si vous avez eu des problèmes avec une situation pédagogique que vous avez envie de raconter, ben racontez-les. Tu sais, c'est tout à fait sain et authentique et c'est ça qu'on cherche aussi quand on parle de storytelling, de raconter les choses, tu sais, pour que ce soit vraiment vécu de l'intérieur. Ben il y a ça aussi. Puis ça va faire en sorte que quelqu'un qui souhaiterait tester une approche ou qui souhaiterait réfléchir à une situation, ben puisse à la fois vivre les succès et aussi ne pas revivre peut-être certains défis que vous avez rencontrés. Donc, ça aussi, vous pouvez en parler. C'est même très intéressant de le faire. Ça rend cette écriture-là très, très authentique et humaine, à vrai dire. Oui, tout à fait. Et ce qui est important, donc, dans un article, bon, il y a une limite de mots dans chacune des rubriques, là, on le verra tout à l'heure, mais il faut aller donc cerner les faits essentiels. Il y a des détails parfois
peuvent sembler importants pour vous, mais qui ne le sont pas nécessairement pour le lecteur. Et il y a des fois, il y a des détails que vous dites, non, non, c'est un détail, je ne le mettrai pas. Mais nous, comme comité de rédaction, comme on ne connaît pas ce que vous avez fait en classe, puis qu'on l'apprend par l'article, on dit même, on aimerait ça avoir ce détail-là. Donc, ne pas vous inquiéter si le comité de rédaction revient en disant, on aimerait avoir plus de détails, alors que vous vous en êtes tenu aux faits essentiels. Donc, en journalisme, il y a la règle des 5 W, mais qu'on a traduit évidemment, pour répondre, et le H, là, pour voir comment, qu'est-ce qu'on doit cerner justement dans les faits essentiels quand on veut écrire. Donc, d'abord, le qui. Alors, le who. Alors, qui va faire partie de votre expérience? Alors, les étudiants, bien sûr, sans doute. Les profs, vous étiez combien? Est-ce qu'il y a un CP qui a travaillé avec vous? La bibliothécaire? Qui sont les aidants au projet? Un technicien? Vous avez fait venir quelqu'un du milieu professionnel. Donc, qui sont les gens qui ont fait partie de... Je dis le mot expérience, là, mais ça n'a pas besoin d'être une recherche. Et là, après ça, à un moment donné, j'ai vu passer dans la conversation tout à l'heure quelqu'un qui disait « Oui, mais il faut avoir une connaissance scientifique pour pouvoir écrire. » Non, ce n'est pas nécessaire tout le temps. On le verra tout à l'heure avec les rubriques, mais le qui, ce n'est pas nécessairement un chercheur. Le prof a quelque chose à dire avec son expérience de prof. Quoi dire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le quoi, là? C'est le cœur de ce que vous êtes en train d'écrire. Je ne sais pas, par exemple, là, en temps de pandémie, vous êtes allé donner un cours dehors, parce qu'on avait le droit d'aller dehors, un cours dans le gazon. Bon, qu'est-ce que ça vous a donné? Comment ça s'est passé, votre cours dehors? Vous avez expérimenté une classe inversée, vous avez créé un balado. Combien de temps ça a duré? L'activité en question, quel matériel vous avez eu besoin. Donc, toute cette information-là, donc, c'est en lien avec l'activité à laquelle vous avez pensé. Et dans le quand, bon, depuis quand vous faites cette activité-là? À quel moment dans la session? C'est sûr qu'aller travailler dans le gazon, on ne fait pas ça au mois de janvier. Donc, c'est une session complète, c'est un bout de session. Est-ce que c'est la session d'automne, la session d'hiver? Voire la session d'été. Est-ce que c'est dans le cadre d'un cours, par exemple, en alternance travail-études? Donc, ça change déjà la perception qu'on a de l'activité dont vous voulez parler. Est-ce que c'est une semaine en mars ou 3 semaines en octobre? Bien, c'est vous qui allez le savoir. Donc, vous devez nous parler du quand. À quel moment tout ça se déroule? Merci. C'est la même chose pour les autres. Tu sais, le où, en fait, le lieu des apprentissages, les lieux. En fait, vous êtes parti de où, de quel lieu d'apprentissage pour aller vers quel autre lieu. Peut-être que c'est très court dans le cas d'un texte en particulier, alors que dans le cas d'un autre, ça va être hyper important. Tu sais, quand Julie faisait référence au fait de travailler à l'extérieur dans un environnement naturel, ben c'est sûr que là, ça devient un W important parce que c'est ça qui est distinctif peut-être d'un autre type d'expérience pédagogique dans une classe, disons, high flex, ça va se compliquer. Ben, il peut y avoir plusieurs lieux, tout à fait. Donc, ça fait partie des défis. Le pourquoi aussi, ben, c'est quoi les raisons? Ça a été quoi le déclencheur? Le pourquoi va évoluer en fonction du contexte et en fonction de l'histoire pédagogique que vous avez à raconter. Le contexte qu'on vit depuis 15 mois, pourquoi j'ai fait ça? Ben, il nous a été imposé, mais des fois, c'est des contextes qu'on s'impose nous-mêmes parce qu'on a envie d'essayer autre chose. Donc, le déclencheur, les facteurs qui vous ont motivé à faire ça. Puis le comment, ben, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très important parce que dans l'optique où on veut transférer puis qu'on souhaite que des collègues puissent réinvestir ce que vous avez raconté, ben, de quelle façon vous vous y êtes pris, dans quelles conditions, selon quel procédé vous êtes parvenu à faire tout ça. Donc, en faisant le tour, en fait, de ces éléments essentiels-là, ça vous permet, dans un premier temps, de faire éclater votre sujet en ses différentes composantes pour, dans un deuxième temps, faire des choix. Parce que écrire, c'est faire des choix. Et ça ne veut pas dire que dans le contexte d'un article, tous ces éléments-là vont nécessairement être dans le fil conducteur de votre texte. T'sais, si on prend l'exemple que Julie a mentionné,
de développer un lieu d'apprentissage extérieur, contexte de pandémie oblige, pour faire des ateliers avec des étudiants, peut-être avec des caméras. Moi, je suis prof en cinéma aussi, donc à l'extérieur, on a comme de l'espace, tout ça. Ben, le où va être important, le pourquoi, bien sûr, je vais l'exposer parce qu'il y a un déclencheur, puis il y a des facteurs qui sont venus avoir une incidence sur ça. Puis le comment je m'y suis pris, ben écoute, il y a plein d'éléments dont je peux parler pour aider un collègue qui souhaiterait faire ça dans sa discipline. Donc, je vais peut-être plus m'orienter sur ces W-là pour mon texte. Puis si c'est un autre sujet, ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Donc, de les décortiquer. Donc, une fois qu'on a notre idée, ben là, on en vient, puis il y en a qui l'ont déjà fait, là, c'est un réflexe naturel. Hein? Tu sais, l'être humain, il se raconte des histoires et il s'en fait raconter depuis la nuit des temps. Là. Donc, de raconter l'histoire, ben, c'est de donner un sens, au fond, à cette information-là. À partir du moment où on sait ce qu'on veut dire, c'est quoi nos éléments importants, ben, comment on donne un sens à tout ça. Puis, il y a des grandes, disons, catégories d'éléments qui nous aident à donner un sens, à savoir le traitement du sujet. Donc, déjà, dans des sujets, on peut le traiter de manière à tout simplement rapporter l'information. On peut aussi l'expliquer, on pourrait la commenter. Donc, il y a des textes informatifs, puis il y a des textes qui sont plus d'opinion. Donc, il y a aussi des rubriques d'opinion dans pédagogie collégiale. Tu sais, même que tantôt, quand c'est sur la liberté académique, au début, quand M. Michaud présentait son sujet, je me disais, ça pourrait peut-être être un texte d'opinion quand même, ça. Donc, ça dépend de comment on l'aborde. Et il y a donc des genres. Nous, dans la revue, on parle en termes de rubriques pour présenter des articles. Donc, une fois que vous avez l'idée, ça s'inscrit dans une rubrique. Julie va vous en parler. Et ensuite, on va vous dire, une fois qu'on a choisi ce qu'on allait dire, donc, notre idée, on l'identifie à une rubrique qu'on pense que ça pourrait bien s'insérer avec notre contenu. Mais après ça, c'est quoi l'angle et le propos? On va y venir dans un autre temps. Donc, je laisse Julie présenter succinctement. D'ailleurs, le Geniali, il est interactif. Vous pouvez cliquer sur des exemples d'articles associés à ces rubriques-là. Donc, je laisse Julie les présenter succinctement, mais c'est juste le portrait de où peuvent s'inscrire les textes. Exactement. J'attire votre attention sur le fait que vous êtes vraiment chanceux aujourd'hui. Anne-Marie vous a dit d'entrée de jeu qu'on avait elle vous montrait un peu la première plateforme là, de la nouvelle revue et vous êtes les premiers à savoir qu'il y aura une nouvelle rubrique à compter de l'automne dans la revue, la rubrique en noir là, à la fin dont je vais vous parler. Mais il y a actuellement 9 rubriques dans la revue. Certaines sont plus utilisées ou sollicitées que d'autres. On pense évidemment à la première qui est la pratique partagée. Donc, les observations de M. Laporte tout à l'heure sur les maths en stats, les cours de méthode quantitative en sciences humaines, c'est une expérimentation qui a été faite en classe. Ça n'a pas à être appuyé par des genres de documents théoriques, des recherches théoriques. C'est vraiment quelque chose d'un récit d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma classe et comment est-ce que des collègues qui enseignent le même cours que moi pourraient refaire la même chose, mais que ça pourrait, on le disait tantôt, être transférable à d'autres disciplines. Fait que la pratique partagée, c'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est la première d'ailleurs, c'est la première rubrique et c'est celle qui est la plus utilisée. C'est celle où dans chaque numéro de revue, il y a au moins une, sinon 2 pratiques partagées. La deuxième rubrique, c'est la recherche en éducation. Donc, ça, c'est un article de vulgarisation scientifique. J'insiste sur le fait que c'est une vulgarisation scientifique. Ça n'a pas la prétention, la revue Pédagogie collégiale n'est pas une revue scientifique. C'est une revue professionnelle. Donc, il faut vraiment avoir digéré les résultats d'une recherche pour pouvoir les transmettre dans la revue. C'est tout le temps une recherche financée. La plupart du temps, on pense le PAREA, le PART, et bon, tout ça, tous ces organismes subventionnaires-là, mais ça pourrait être subventionné aussi à l'interne. Certains cégeps ont un peu de budget, des fois, pour financer de la recherche à l'interne. On pourrait mettre ça dans de la vulgarisation scientifique. Tout à l'heure, M. Laporte demande est-ce que c'est plus le SOTL? Le SOTL est dans la pratique documentée. La recherche en éducation, elle est vraiment tout ce qui est
vraiment recherche, métaux, bon, et tout ça. Alors que la pratique documentée, c'est à mi-chemin, en fait, entre la pratique partagée. J'ai fait quelque chose dans ma classe, j'ai envie de vous en parler. Et la recherche, où il y a eu métaux, comité d'éthique et tout ça. Le SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, c'est la posture du praticien-chercheur, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose dans ma classe, il y a quelque chose qui m'énerve dans ma classe, d'une façon d'enseigner, une façon d'apprendre, ça ne donne pas les résultats que je veux. Je me suis documentée, c'est pour ça qu'on appelle ça une pratique documentée. Je suis allée lire sur le sujet, c'est quoi la classe inversée. Je n'ai pas juste décidé, regardez, à go, moi je me fais des capsules, mais je suis plutôt allée lire sur c'est quoi la classe inversée, combien de temps doivent durer les capsules, comment je les monte, qu'est-ce que je fais avec ces capsules-là, combien de temps je les donne à l'avance. Bon, alors on s'est documenté sur ce qu'est la classe inversée et on a après ça mis en pratique cette classe inversée-là. Donc, c'est ce que je disais, là, à mi-chemin entre la pratique partagée, qui serait juste j'ai fait de la classe inversée, la recherche en éducation avec financement, comité d'éthique et tout ça. Et donc, la pratique documentée, c'est vraiment entre les deux. C'est une nouvelle rubrique qui existe depuis 1 an et demi à peu près, parce que le SOTL a vraiment pris de l'ampleur dans le réseau collégial depuis à peu près 1 an et demi. La réflexion pédagogique, l'article de Pierre de tout à l'heure et aussi sur le design thinking. Il y a quelque chose autour de la réflexion pédagogique là-dedans. Un article de fond sur un enjeu déterminant. Ça va être appuyé par des faits, par des sources théoriques. Mais il faut que le déterminant, je le disais tout à l'heure, il faut que le déterminant soit actuel. Dans le sens que ça ne peut pas être la semaine passée, vous avez pété votre coche sur quelque chose qui est passé aux nouvelles. Ben, le temps que l'article s'écrive et que se publie, ben, on ne sera plus tellement dans l'enjeu actuel, probablement. Donc, il faut juste s'assurer que l'enjeu actuel reste actuel pendant plusieurs mois. À la vitesse que change l'éducation, je pense que ça pourrait rester actuel pour plusieurs mois. Quoique, le 13 mars l'année passée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'entrevue, ça va être un entretien avec 1 ou 2 personnes du niveau collégial qui ont quelque chose, enfin, ou du niveau de l'éducation en général, mais qui ont quelque chose à dire et que, bon, des fois, vous avez peut-être remarqué, notamment dans les 3 derniers numéros, il y a plus d'entrevues parce que les gens, dans certains cas, on se rend compte que, et là, ne le prenez pas personnel, mais on se rend compte que le sujet nous intéresse, mais que la façon dont il est écrit, c'est plus difficile et on sent que l'écriture est laborieuse et tout ça. Et parfois, ça peut arriver qu'on propose à la personne qui a fait l'entretien, qui a fait l'article, écoute, on va virer ça en entrevue parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le sujet abordé. Ou vous décidez, vous avez rencontré quelqu'un dans un colloque et vous dites, mon Dieu, c'est tellement intéressant, est-ce que je pourrais faire une entrevue avec toi ou avec vous et vous proposer sous forme question-réponse l'entrevue pour la revue ou bien sinon, juste, ça peut être pas nécessairement question-réponse. Anne-Marie en a fait une entrevue là, dans le dernier numéro qui est sorti la semaine dernière, qui n'est pas sous forme question-réponse, mais c'est une entrevue. Libre opinion, Pierre aussi, ton article pourrait très bien embarquer là-dedans sur la liberté académique. Texte un peu subjectif, une prise de position. Il faut que ça soit argumenté. C'est pas juste tout le monde est con, là. Mais bien sûr, plus position liée à un sujet à l'enseignement supérieur. Après ça, ressources. Le truc de design thinking de tout à l'heure pourrait aussi rentrer dans ressources. Anne-Marie parlait de l'angle, hein? Ça dépend quel angle on va donner à l'article. Donc, c'est des enseignements qui vont être utiles pour le réseau collégial, une ressource. Suggestion de lecture. Vous avez fait une lecture, quelque chose de... Ça peut être relativement récent, mais des fois, ça peut être la relecture d'un livre. Je pense dans l'autre atelier que j'ai fait tout à l'heure, on parlait de Denise Barbeau, Montigny et Roy. Mon Dieu, ça fait 8000 ans à peu près que le livre a été publié. Mais est-ce que ça vaut la peine de le relire aujourd'hui? Avec quel œil on relit ça aujourd'hui? Avec quel regard on pose ça sur ce livre-là aujourd'hui? C'est la même chose, par exemple, avec Jacques Tardif.
pour un enseignement stratégique, 1992. Est-ce que ça vaut la peine de relire? Pierre, c'est quelle date, Montigny-Roy? Tu viens de le regarder, là? Tu m'as vu, 97. Oh, tu vois, c'est ce que je disais, 8000 ans. Ça fait tellement 1990. Mais est-ce que ça vaut la peine de le relire aujourd'hui? Est-ce que Jacques Tardif, ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'on... Le regard d'aujourd'hui sur Jacques Tardif, est-ce que c'est pertinent? Collège et société, j'en reviens encore avec l'article de Pierre, ça peut aussi être là-dedans. Ça dépend toujours de l'angle qu'on va donner. Les liens entre la vie collégiale et les faits de société. Oui, Charles Laporte, tout à fait, le petit guide d'autodéfense intellectuelle de Baillargeon. Tout à fait. Non, je suis vraiment pas bonne en maths. Et la nouvelle rubrique, c'est qu'on l'a appelé dialogue. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre de deux personnes. Donc, ça peut être deux articles, mais on le préfère un article, mais deux personnes qui ont non pas une position opposée sur quelque chose, mais une réflexion sur quelque chose. Et les deux personnes dialoguent entre elles. Ça pourrait être, par exemple, sur l'évaluation. Que pense un élève et un prof de l'évaluation? Et ils jasent. Que pense un directeur et un directeur des études, par exemple, ou un directeur adjoint, et un prof de l'importance de la PIA, par exemple? Donc, ça serait un dialogue où on aurait la version de un et la version de l'autre pour faire avancer la réflexion de tout le monde. Et Anne-Marie vous le disait tout à l'heure, comme c'est un Genially, vous cliquez sur chacun des liens en bas et ça vous donne, ça fait référence en fait à des articles qui sont issus de cette rubrique-là. Évidemment, vous le voyez, il n'y a rien dans le dialogue. Le premier dialogue est prévu pour la rentrée. L'article est déjà écrit, tout, pour la rentrée, le premier numéro du volume 35 à l'automne. Merci, Julie. Est-ce que M. Michaud, c'est une question ou c'est non, c'est sa vieille main encore. C'est une main qui traîne. Donc, pour le temps qui nous reste, je trouve important quand même de placer la question de l'angle. Hein. L'angle, c'est la manière dont on aborde notre sujet, puis ça peut nécessairement avoir une incidence sur la rubrique dans laquelle le sujet va être publié. Donc, ça peut être un angle très large à vol d'oiseau où on est un peu comme... On aborde le sujet, mais de façon assez globale. On peut être dans la position, là, j'ai mis une image ici du conducteur, donc comment on l'a vécu, notre expérience, qu'est-ce qu'on en a retenu. Donc là, on va peut-être plus dans la pratique partagée. Ça peut être l'angle du copilote ou encore un angle complètement inusité. Là, j'ai mis celui de l'animal. Donc, tu sais, les angles de façon imagée, ça correspond à ça. Si je l'applique à un article, OK? Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis une prof de communication, puis je m'intéresse beaucoup à la littératie médiatique, à l'éducation aux médias. Il y a une panoplie de façons d'aborder ce sujet-là. Puis ici, je vous expose 4 angles qui me sont venus à l'esprit. Premièrement, ça peut être l'angle de la construction médiatique. Donc là, je suis dans la position du créateur de médias qui représente la réalité. On sait que les médias, c'est un produit médiatique qui est créé par des individus. Donc, je peux m'intéresser dans mon article, si je veux voir à comment on fait de la littératie médiatique auprès des jeunes, qui a créé ce média-là, dans quel but, le contenu, est-ce qu'il reflète les croyances. Donc là, c'est une façon d'aborder l'éducation aux médias quand on se place du côté de la construction médiatique, puis comment on peut aider les étudiants à s'y retrouver dans ça. Un autre angle, ça peut être celui de la réception. Donc, c'est un angle où on se place complètement de l'autre côté. Donc, là, on est dans la posture du récepteur, celui qui décode, qui interprète le message. C'est quoi le sens qu'on donne aux produits médiatiques qui sont créés par les gens? C'est la collaboration, en fait, entre les gens qui produisent les médias, ceux qui les reçoivent. Mais là, je peux m'intéresser peut-être davantage à comment, en fonction de qui on est comme individu, on va interpréter certains signes qui sont transmis. Donc là, j'ai complètement renversé l'angle dans ma façon d'aborder l'éducation aux médias. Je ne peux pas passer sous silence le fait que les médias, c'est aussi une histoire de gros sous. Donc là, je pourrais peut-être écrire un article, une prise de position. J'ai mis Hollywood ici, à faire de gros sous. Donc, c'est quoi les objectifs commerciaux qui sont poursuivis, puis en quoi cet objectif commercial-là a une incidence sur la façon de produire les médias et aussi, bien sûr,
cet objectif commercial va avoir une influence, bien entendu, sur la manière dont on va les traiter des sujets et tout ça. Donc, c'est un autre angle complètement. Et enfin, je pourrais aborder ce même sujet de l'éducation médiatique en m'intéressant aux médias qui sont des véhicules de messages idéologiques. Je pourrais en faire un article collège et société parce qu'on sait que dans l'éducation aux médias aussi, il y a quand même ce désir, ce souhait de sensibiliser nos étudiants à toutes les idéologies sous-jacentes aux médias. Donc, un sujet, 4 façons de l'aborder. Un exemple rapide pour voir qu'en fait, il y a plein de façons de tourner notre sujet pour arriver justement à le traiter de façon différente avec des facettes qui sont complémentaires et complètement éclatées. Donc, quand on a trouvé cet angle-là, l'important, c'est le but. Très souvent, quand le comité de rédaction va dire « Mais c'est quoi le but de l'article? Est-ce que c'est de convaincre d'adopter une telle position? Est-ce que c'est d'expliquer quelque chose qui s'est passé en classe? Est-ce que c'est simplement de faire connaître? Puis le lecteur s'arrangera avec sa connaissance. Donc, qu'est-ce que les gens veulent et doivent savoir? Et qu'est-ce qui est important de leur dire et de ne pas leur dire, hein, parce qu'il faut toujours hiérarchiser l'information. Et c'est dans le plan. Évidemment, comme prof de littérature, je vais être la première à défendre le plan, mais c'est important de faire un plan. C'est pas obligé d'être un plan traditionnel, vous savez, idée principale 1, idée principale 2, là, sujet amené, sujet posé, sujet divisé, épargnez-vous ça quand même. Mais ce qui pourrait être important, c'est peut-être juste de partir, on fait beaucoup de mind mapping actuellement, donc des ronds avec, ça j'ai une idée, ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, et là après ça, ça finit un peu par se placer. Donc, l'important, c'est de placer les idées, d'organiser les idées. Ceci dit, ne vous formalisez jamais quand vous allez recevoir les commentaires d'Anne-Marie en disant, on aimerait, nous, le comité, on pense que cette partie-là irait mieux au début ou irait mieux un peu entre les deux avec un petit paragraphe pour expliquer le lien. C'est normal. Des fois, quand vous écrivez, on voit plus clair, on n'est pas capable d'avoir le recul nécessaire pour dire c'est dans le bon ordre et je pense que j'ai tout dit. Le comité de rédaction est très bienveillant et notre but, c'est de faire que l'article soit agréable pour les lecteurs, mais que vous en soyez fiers aussi et que vous soyez content de l'article que vous avez écrit. Et la forme, les images qu'Anne-Marie a mises, moi je les trouve très drôles. J'aime beaucoup le chevreuil dans le milieu. Parce que dans certains cas, un ajout de photo peut être pertinent. Peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut obligatoirement mettre des photos. Mais peut-être qu'une image, une photo, un dessin, quand ça s'y prête, si c'est plus SOTL, vulgarisation scientifique, des tableaux, des graphiques, des figures, peut-être que ça s'y prêterait un peu plus. Pensez au ton que vous voulez avoir aussi. Comment faire pour attirer l'attention? Ça peut être un ton un peu plus sérieux, évidemment, si on est dans le cas d'une recherche, un article de vulgarisation scientifique, une pratique documentée SOTL. Peut-être que oui, à ce moment-là, le ton mérite d'être un peu plus sérieux. Mais peut-être qu'un ton un peu plus humoristique, une espèce de métaphore filée qu'on verrait tout au long du texte. Je reviens avec mon histoire de gazon, si vous allez enseigner dehors, peut-être que faire un article un peu plus détendu, un peu plus humoristique, s'y prêterait bien. Dans le dernier numéro, il y a un article justement sur l'humour en classe. Il fallait que l'article soit humoristique pour traiter de l'humour en classe. Donc, il y a toujours un lien, en fait, entre ce qu'on veut dire, le ton qu'on va avoir quand on veut le dire et la réception qu'on veut avoir de notre article chez notre lecteur. Sachez qu'on a des profs, je le disais, des conseillers pédagogiques et tout ça, mais on peut rendre la chose plus légère quand ça mérite d'être plus léger et d'être plus sérieux, mettons. Quand ça mérite donc d'être plus sérieux. Et il est 11h45. Il est 11h45, ça, on ne l'a pas fait. Non. Mais est-ce que le temps est terminé? S'il y a des questions, on peut peut-être prendre rapidement quelques-unes ou vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse revue@qpc.qc.ca si vous avez des questions
dans l'intention de soumettre un article. Je réponds régulièrement à ce genre de questions.